Okay, so let's see. So far, it's still just us. So I'll keep watching. So that was There so will be. funny. You were Yeah. playing with a spinner. Yeah, yeah, it's my Yeah, I son put that on my desk. Ah, you have one also? I Okay. have no. I had this is my Slinky. I have a spinner in my right now. We're working from home, so I have a Yeah. spinner in my office, but I couldn't find it. I went in there. We had to clean up our desks and put everything away so they can clean things, and I couldn't Okay. find my spinner. Bruno, did you steal my spinner? I did not. Okay, because I couldn't. So I brought home my Slinky, and I have actually. She has many items in her office that, like, you know, if you need to like touch something, if you gotta like do something with your hands, she's got like 8 Yeah, I have my big Slinky, Okay. my colored Slinky. I have many things. My Yeah. pressure book. I like to play with toys when I'm talking to people. You know. Mhm. Okay. Why not? Yeah, my son had that on my desk, and so yeah, it's true that I have it. I don't even think about the fact Right. that there is something else that he did. He did this thing. This is really What is bizarre. that? Oh, that's cool. Oh, it's like a It's a kind dinosaur. of dragon, but pink. Oh, Yeah, but it's nice. I really like Yeah. it. I think it's great that he was able to do it. So Oh, it's he on did my that out of clay. No, he did it by himself. He was playing, and yeah, the result is pretty good. So I It's keep very it on my- good. looks good. Yeah, I like it. Me too. Yeah, I miss all my toys on my desk. Yeah, they're all gone. I just look back just to make sure. But Yeah. Did you see how clean my desk looks, Bruno? We even took the stuff off my shelves and stuck it in the cabinet. I could Well, not. they made some everything here is like super clean now. Oh, So the guys came in to clean already. I'm not sure about that, but like I don't know. Maybe it's because I wasn't here for some time. It does look like it does look clean, super clean. Wow. Yeah. Yeah, but I said it was crazy to clean now because I'm not coming back until I get a vaccine. So Yeah, hopefully that's, you know, within the next couple months. I don't know. Who something. Yeah. knows? Who knows? Yeah. I just saw a study that said that one of the biggest places that people are getting it now is restaurants. Really? Yeah, and they said even if you're socially distant and everything, they said it's the airflow in the restaurants. Like indoor seating? Yeah, indoor seating. Yeah. That the airflow in the restaurants are picking it up and distributing it. That's So, what like scares me about the gym too. Like I'm being careful as I can, but like, you know, it's a gym at the end of the day. do you wear your mask when you're in the gym? Wear my mask. I use hand sanitizer. Well, then, yeah, that's I the wipe problem. everything down, but like still, you never know. I mean, droplets in the air. Yeah, but if you're wearing your mask, I mean, the problem with these people in the restaurants is they have to take off their mask to eat. Right. Romain, So- you're in Belgium, right? I'm in Belgium. And where are you? I'm in New York. Yeah, Okay. Yeah. And you too, So, Suzanne? yeah, I'm on Long Island, Okay. New York. Yeah. Nice. So it's been quiet here, but now they're opening all the restaurants in Manhattan for indoor dining. So I think that's going to up us. And plus schools are starting. In Belgium, at least in Brussels, the people are eating when they go to the restaurant. They are going outside. We don't eat indoor, as far as I know. And Yeah. I think they should have kept it that way. they're still like keeping things like super careful. But yeah, because I know some places in the world like for like New Zealand, because it's an island, obviously, like nothing, they're living life like nothing's happening, like because they have it so under control. I think maybe one person had it in like the last who knows how long. Yeah, I think I'm going to New Zealand. There are also life habits and cultural habits. When you live in New Zealand or in Sweden, you don't have so many social contact with the others, and so if you have less social contact, there's less opportunity for the virus to reach you. Yes. Right. So Yeah. it's true that New Zealand, it's an island. It's really not so populated, and people are really living far away from each other. But they don't interact so much with each other. It's the same thing in Sweden. While I guess in New York or in France, or I don't know where, people have really more contact all the time, all together. So. Yeah. I was That's reading interesting to think about, actually. Yeah. I was reading. Yeah, France is starting to think about a country shutdown again. About because I get these medical bulletins that kind of go out to doctors and stuff, and it said that France is starting to have to think about whether they want to do because their numbers are getting so high. So Yeah. In France, it will happen in Belgium.
Yeah. Yeah, I right. think we can get started in a few seconds here, Susan. Yep. Yeah, I'm watching the clock. Right at the top of the hour, we can get the ball rolling. Mm-hmm. Okay. And I'll leave it to you, Susan. Okay, thanks. Good afternoon or good evening, wherever you are. My name is Susan Leshin, and I am the Senior Director for Patient Program and Volunteer Services for the Marfan Foundation, VEDS, and LDSF. I also want to introduce to you my colleague, Bruno De Silva, who will be helping us today in the chat box during the session. One second. Sorry. Welcome to the third and final week of the International E3 Summit, Educating, Empowering, and Enriching Our Community, brought to you by the Marfan Foundation and its divisions, the Loeys-Dietz Syndrome Foundation, and the VEDS movement, and our partners in Europe at VERCERN. We thank you for making this summit truly historical. It is by far the Foundation's largest event, with nearly 2,800 registrants from more than 72 countries. We hope you have had an opportunity to connect with people from all over the world in the app, and you can maintain these connections even after the summit. As you surely know by now, you are not alone on this journey. We are grateful to our presenting sponsors, Brigham and Women's Hospital and American Communication Construction. Before we start the presentation, I want to let you know that the International E3 Summit is a forum to provide an open discussion of issues related to genetic aorta and vascular conditions. Opinions stated in each of these talks are those of the speakers and not necessarily those of the Marfan Foundation or VERCERN. If you hear differences of opinion from speakers and want further clarification, please contact our health center at marfan.org/E3ask. Be patient as our volume of calls and emails are very high during the summit. Today, we are fortunate to have Dr. Romain Alderweireld with us to give his personal perspective on parents. Before we move on to the presentation, though, I'd like to remind you to give us your opinion and your feedback before the session is over. You can start right here in the session on the app, click on Rate, then answer the survey questions. Your feedback helps us to provide more information that is important to us. In addition to the session feedback, we are encouraging all E3 participants to complete the E3 Summit survey. Whether you attended one session or all 70, your input is invaluable to helping us build future programs and services that meet your needs. To show our appreciation for your responses, 3 E3 Summit survey submissions will be selected at random to receive a $50 USD prepaid international debit card. Don't wait to submit yours. Only surveys submitted by 11 p.m. Eastern on Wednesday, September 16th will be eligible for the drawing. The survey can be accessed at marfan.org/E3survey or by clicking the link on the E3 Summit homepage, which is at marfan.org/summit. And without further ado, please let me have Dr. Romain Alderweireld begin. Thank you. Thank you, Susan. So Bruno, I will share my screen. Yes, that would be great. For some reason, it's not working. Here we are. So
Is it okay like that, Bruno? You can see my slides? Do you? Yes, this looks great. Yes? Okay, thank you very much. So, donc, cette session va être donnée en français. Donc, c'est une session qui est consacrée un petit peu à mon histoire, à celle d'un parent, d'un enfant diagnostiqué Marfan, de novo, durant sa première année de vie. Alors, je m'appelle Romain Aldorerel, je suis papa de 3 enfants, de grandes filles aujourd'hui, et un petit garçon. Un petit garçon qui est atteint du syndrome de Marfan, ce qui m'a amené à rejoindre l'association belge du syndrome de Marfan et ensuite le VACERN, et c'est à leur demande que j'interviens aujourd'hui. Alors, je ne suis pas un scientifique, je suis un parent. Ma formation, c'est une formation juridique, je suis avocat de profession, et donc tout ce que je vais vous dire ici, c'est ce que j'ai compris de mes lectures, de mes études, de mes contacts et mes échanges avec les scientifiques. C'est juste mon point de vue. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous dire, voilà, en fin de session, on peut en parler, mais n'hésitez pas à en parler avec les médecins qui suivent vos enfants si vous voulez en savoir plus. Alors, le contexte, eh bien, c'est Elena Desmoyars-Rubio qui, dans le cadre du VACERN, m'a demandé de participer à cette session. Bon, d'abord, elle m'a demandé d'évoquer le cas de la chirurgie cardiaque. C'est quelque chose qui me fait très peur, parce qu'on n'a pas encore le faire chez mon enfant. Donc, je lui ai expliqué que je n'étais pas du tout prêt à lui parler de ces événements-là. Et donc, elle m'a demandé de parler un peu plus de cette expérience de parent, et elle m'a laissé une liberté totale quant au contenu de cette session. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder 5 thèmes. Le premier thème, ça sera celui de l'odyssée diagnostique. Le suivant sera celui du syndrome de Marfan et la forme caractéristique du syndrome de Marfan néonatal. Ensuite, je vous expliquerai quelles sont les ressources auxquelles on a dû et pu utiliser. Ensuite, je parlerai un tout petit peu tout de même de l'accompagnement médical de mon fils. Et puis, ce que j'appelle la résilience, ce qu'on a fait pour réagir, pour essayer de transformer ce qui se passait en quelque chose qui ait du sens. Et donc, c'est la création de la Fondation Sang Ingénio. Alors, commençons par l'odyssée diagnostique. Eh bien, toute l'histoire commence le 3 septembre 2015 à Bruxelles. C'est le jour où naît mon petit garçon qui s'appelle Aurélien Dorerel. C'est un fantastique petit garçon. Nous, à sa naissance, on trouve que c'est le plus beau du monde. Il est grand. Bon, effectivement, il a toutes les grandes articulations qui sont tout à fait contractées. Il a des doigts immenses. Il a des pieds très longs. Il a un pectus carinatus. Il a des oreilles qui ont une forme particulière. Mais bon, oui, on le voit, mais on n'en tire aucune conséquence. La médecin qui nous accompagne, les médecins qui nous accompagnent ce jour-là, nous voient tout à notre joie et n'osent pas trop nous dire ce qu'ils suspectent. Ils nous convoquent 8 jours plus tard, ils nous laissent tranquilles pendant 8 jours. Donc pendant 8 jours, on est juste les plus heureux du monde. Et il nous convoque 8 jours plus tard pour nous expliquer qu'en fait, il y a quand même une suspicion d'un problème chez notre enfant. Et on nous parle d'anomalies des tissus conjonctifs. J'ai jamais entendu parler de ça. Et le syndrome de Marfan est évoqué. Alors quand je dis évoqué, c'est on reçoit un papier sur lequel le mot syndrome de Marfan apparaît. Et c'est la première fois que ce concept apparaît dans nos vies. Alors, on est renvoyé vers un généticien qui regarde Aurélien et qui dit, bon, voilà, toute une série de facteurs, et donc il contacte le centre de référence pour la Belgique, pour le syndrome de Marfan, en leur demandant de procéder à une analyse génétique pour identifier si éventuellement Aurélien était porteur du syndrome de Marfan. Alors, le centre de référence pour la Belgique refuse, il estime que les parents, donc ma femme et moi-même, étant visiblement pas atteints du syndrome de Marfan, la possibilité que notre enfant le soit est infime. Bon, soit, on va pas refaire l'histoire, mais il décide de refuser de procéder à l'analyse génétique. C'est alors que commence une longue odyssée diagnostique, au cours duquel, bon, moi, je serai dans le déni. Hein, je vais juste trouver que mon enfant est parfait, qu'il n'y a aucun problème. Ma femme l'aura
plus vite compris. Et alors, différentes hypothèses sont évoquées. Et à un moment donné, le centre de référence belge accepte de tester notre enfant pour un syndrome de Beals. Et donc, on procède à une analyse génétique du gène FBN2 qui est impliqué dans le cas du syndrome de Beals. Ce syndrome est écarté. Et on est fantastique, il n'est pas malade, tout va bien. Et on se précipite chez le pédiatre pour expliquer que voilà, on a une réponse négative, il n'est pas malade. Le pédiatre dit c'est fantastique, prend son stéthoscope, il écoute le cœur d'Aurélien, il nous dit écoutez, ça ne va pas, il y a un souffle au cœur. On fonce à l'hôpital et quelques heures à peine, les examens complémentaires eh bien, nous révèlent voilà, que la dilatation de l'aorte est déjà marquée, qu'elle est accompagnée de régurgitation des valves aortiques, bien sûr, et mitrales. Alors, une fois que ces explications sont données, le centre de référence accepte enfin, 9 mois après, à la première demande, de tester Aurélien pour le syndrome de Marfan. Et dès ce moment-là, il est traité, on lui donne des médicaments, donc une combinaison athénol-losartan qui est ce qui se fait régulièrement en Belgique dans ces cas-là, apparemment. Et là commence une nouvelle attente d'un diagnostic final. L'attente est particulièrement difficile à gérer et particulièrement longue, encore une fois de plus. Finalement, on va s'achever le 4 août avec la confirmation qu'il y a une découverte d'une mutation de novo pathogénique sur l'exon 26 du gène FBN1, notre enfant, qui est lié donc, à la confirmation de l'existence d'un syndrome de Marfan. Il s'agit d'une mutation spontanée qu'on ne retrouve ni chez le papa, moi, ni chez la maman. Et donc voilà, Aurélien est le premier à avoir cette mutation dans nos familles. Alors, on nous explique que Aurélien ayant été diagnostiqué durant sa première année de vie et que, en fonction de la situation de la mutation sur le gène FBN1, eh bien, il rentrerait dans la catégorie des personnes atteintes d'une forme néonatale du syndrome de Marfan. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Pour les parents, l'angoisse, le plus dur, c'est de ne pas savoir. Une fois qu'on a un diagnostic, c'est toute une autre histoire, on peut commencer à mettre un plan d'action, réfléchir, faire quelque chose. Toute cette longue période où on ne sait pas, cette espèce d'ascenseur émotionnel, ça paralyse dans la vie des parents. C'est un moment vraiment très difficile. Alors, il n'y a pas de bonne et unique solution. Je pense que je vois d'expériences d'autres parents à qui on a tout de suite à la naissance de leur enfant, on leur a dit voilà, votre enfant est malade, c'est syndrome de Marfan néonatal. Voilà, vous allez voir la suite, vous allez comprendre à quel point ça peut être terrifiant. C'est peut-être pas la bonne approche non plus. Donc, il faut vraiment voir au cas par cas, mais en tout cas, il faut tout faire pour une fois que les parents sont prêts, arriver le plus vite possible à un diagnostic. Et le second point, c'est qu'à partir du moment où, dans notre expérience, on a eu cette accumulation de tests génétiques, j'ai envie de dire traditionnels, gène après gène, donc le gène FBN2, puis FBN1, on se rend compte que peut-être qu'une approche plus large, on prendrait des panels de gènes ou carrément le génome complet, sont des approches qui pourraient mettre plus vite fin à l'odyssée diagnostique et qui en plus auraient l'avantage de pouvoir être réutilisées dans le cadre de la recherche génomique. Donc voilà, vous allez comprendre plus loin à quel point cet élément est important pour nous. Alors, on en est là, le syndrome de Marfan et cette histoire de syndrome néonatal. Alors, j'ai jamais entendu parler de syndrome de Marfan, donc on découvre. Bon, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le syndrome de Marfan, ils connaissent bien. J'imagine que vous êtes familier avec la notion de tissu conjonctif, d'anomalie des tissus conjonctifs. Vous avez compris que cette anomalie est due à un défaut de la protéine, la fibrilline 1, qui est codé par le gène FBN1, qui est soit mal codé, soit codé de façon insuffisante, et qui a pour conséquence toute une série d'atteintes musculo-squelettiques, pulmonaires, oculaires, cardiovasculaires, et avec ce principal danger que tout le monde redoute, qui est la dissection aortique. Alors, la prévalence de la maladie, elle est très faible, donc on est vraiment dans l'ordre d'une maladie rare, et mais il semble tout de même qu'il y ait une forme de sous-diagnostic de cette maladie, et cette maladie est peut-être un peu plus répandue qu'on le croit. Dans 70% des cas, la maladie est transmise par les parents, donc elle est vraiment héréditaire, et dans 30% des cas, bien comme pour Aurélien, elle apparaît de manière spontanée, de nouveau, alors qu'aucun parent n'est porteur. Alors, ce qui est souvent le cas, je l'ai découvert par la suite dans le cas des maladies rares, mais dans le cas du syndrome de Marfan, on est face à un très large spectre d'atteintes. On a certaines personnes qui présentent peu ou très très peu, voire très peu d'atteintes, alors que même des gens de la même famille, porteurs de la même mutation, sont
très largement touchés, parfois lourdement handicapés, et avec même dans certains cas une espérance de vie qui est très réduite. Entre ces deux cas, les personnes très faiblement touchées, très faiblement affectées, et celles qui sont lourdement touchées, eh bien, on retrouve la majorité des marfants qui doivent régulièrement contrôler la dilatation de leur aorte et qui souffrent de toute une série de choses qui handicapent leur vie au quotidien. En l'état actuel des connaissances scientifiques, la cause de cette grande variabilité des atteintes n'est pas encore bien comprise. Alors, la suite. Hors le cas des cas classiques Marfan, on retrouve des cas plus particuliers, qui sont généralement tellement atteints qu'ils sont détectés dès leur première année de vie. Alors on parle de néonataux, on les désigne par l'abréviation NNFS. Chez eux, on va retrouver pratiquement toutes les atteintes classiques, mais elles vont se déclencher très rapidement. C'est la raison pour laquelle on parle aussi de Marfan à déclenchement rapide, Early Onset Marfan. Il y a eu quelques jours une très bonne présentation lors de ce e-Trial Summit du professeur Shane Morris, consacré aux marfans néonataux, et qui listait les différentes caractéristiques qu'on retrouve très rapidement chez les marfans néonataux. La plupart, ben voilà, si vous regardez, on les retrouvait tous chez Aurélien, les premiers jours de vie. Et alors, bon, il y a cette histoire de difficulté à prendre du poids et à manger qui est là. Et voilà. Alors, dans pratiquement tous les cas, quand on est face à un marfan, on va dire, néonatal, il s'agit d'une mutation de novo. Donc c'est assez terrible parce qu'on est face à des gens qui n'ont, des parents, quand ils accueillent cet enfant dans leur famille, ils n'ont aucune idée de ce qu'est le syndrome de Marfan. Donc ils n'ont aucun repère. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce moment-là, à bien encadrer les parents parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a vraiment rien. Donc il faut être attentif, il faut être là pour les écouter à ce moment-là. Et ensuite, l'analyse génétique rapporte que l'on retrouve généralement, mais pas toujours, des cas de mutation. Dans ces cas, on retrouve des mutations pathogéniques qui sont situées au cœur du gène FBN1 sur l'intervalle des exons 24 à 32. Juste pour rappel, le gène FBN1, c'est un gène qui est très long dans le génome humain. Il a 65, je vais la position des exons, 65 exons, et au cœur de ce gène, on va retrouver la zone des exons 24 à 32, où ben voilà, on retrouve les marfans néonataux. Alors, la signature, bon, c'est moi qui le dis, mais de ce que j'en vois de mes lectures, ce que j'en retiens, c'est qu'il me semble que la signature de cette forme d'atteinte est l'atteinte rapide de la valve mitrale. Donc la valve mitrale, vous le savez, c'est cette valve qui se situe à l'entrée et qui est constituée d'une double leaflet et qui est en fait retenue par ce qu'on appelle des cordages. Sur cette illustration, ils sont bien faits. Et ces cordages sont constitués en grande partie de fibrilline. Et à partir du moment où la fibrilline est insuffisamment produite ou mal produite, eh bien, ces cordages ont tendance à être assez lâches, à ne pas garantir l'étanchéité de la fermeture de la valve. Alors on se retrouve avec une question d'hémodynamique, avec le sang qui circule dans le cœur et qui revient vers la valve aortique. Bon, voilà, donc c'est un petit peu la signature de cette forme du syndrome de Marfan, c'est l'atteinte de la valve mitrale très tôt. Alors, ce qui est assez terrible, et ce sur quoi tombent en fait rapidement tous les parents chez qui on diagnostique un syndrome de Marfan néonatal, c'est un article assez terrible qui date de 2016, dans lequel des chercheurs ont fait une forme de recension de toute une série de cas connus d'enfants atteints du syndrome de Marfan néonatal, et ils ont calculé une espérance de vie statistique d'à peine 16 mois, 16,3 mois, ce qui est absolument terrifiant quand vous découvrez cette statistique. Mais il ne s'agit que d'une statistique qui a été calculée sur un nombre très restreint d'observations. Je vais dire en plus sur les pires observations, celles qui ont fait l'objet d'une publication médicale. Et donc ce chiffre, il est là, il est sérieux, mais il faut le prendre avec toutes les pincettes possibles, avec beaucoup de distance, parce qu'il y a pas mal de réserves à y appliquer par rapport à ce qu'il démontre véritablement. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes avec un enfant, vous êtes toujours fou de joie, et cette joie se transforme en un instant, en quelques minutes, quand ce diagnostic est déjà simplement évoqué, et puis ensuite confirmé en une forme d'inquiétude profonde, à la hauteur de tout l'amour que vous portez à votre enfant.
Et là, tout d'un coup, on se rend compte, on voit des Marfans partout. Bon, alors on met en avant, on se rend compte que Chewbacca, l'acteur qui jouait dans Star Wars, Chewbacca était Marfan. Toute une série de personnes se rendent compte qu'ils sont Marfans. Puis il y a des gens qui ne sont pas Marfans, je pense à Michael Phelps, à d'autres, et on subodore que pourquoi pas, ils pourraient être Marfans. Donc voilà, c'est un petit peu le délire. Et donc là, il faut aller vers les personnes qui ont une expérience, qui savent ce que c'est le syndrome de Marfan. Et là, je dois dire que le rôle de l'association de patients, en tout cas l'association de patients belge du syndrome de Marfan, qui est l'ABSM, a été incroyable. Et là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous êtes accueillis par des Marfans, j'ai envie de dire, classiques, héréditaires, et qui ne savent pas très bien par où vous abordez, comment, et vous non plus. Donc c'était un moment assez particulier, mais je dois dire que la main tendue qui était là était absolument formidable et nous a aidés à envisager un avenir pour notre enfant, en disant, mais voilà, c'est peut être Marfan, mais il y a tous des gens formidables qui sont atteints de syndrome de Marfan. On avait des rôles modèles. Alors on a fait de très très belles rencontres, toute une série de personnes ici. Malheureusement, certains nous ont quittés dans l'intervalle, mais qui ont vraiment joué un rôle, oui, qui nous donnait une forme d'espoir. Parmi tous ces gens, on a rencontré une famille assez extraordinaire, une famille qui vit à Amsterdam, et donc il s'agit de Sam, qui est l'enfant de Desi et Lorenz. Entre-temps, ils ont 2 autres enfants. Qui est un petit garçon qui est né quelques mois après Aurélien, et chez qui, bon voilà, on a aussi diagnostiqué un syndrome de Marfan néonatal. Là, visiblement, l'approche aux Pays-Bas était plus cash, et donc les choses ont été très vite. C'était quelque chose de très très difficile. C'est des gens extraordinaires. Desi tient un blog avec Lorraine qui s'appelle Live Sam. J'ai mis le lien là. Bon, c'est en néerlandais, mais vous avez aujourd'hui toute une série d'outils de traduction en ligne. Ça vaut vraiment la peine de les suivre. Voilà, moi, je trouve ça assez passionnant et c'est une très belle histoire, l'histoire qui vit avec Sam, et Sam, un petit garçon vraiment, vraiment très touchant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. C'est des gens qui, nous font beaucoup de bien. Donc. En plus de ça, il y a quelque chose qui s'appelle le groupe Facebook for the Love of Neonatal Marfan. Alors, c'est un groupe qui est surtout animé par des mamans. Bon, ici, chez nous, ma femme n'a pas forcément envie de passer du temps sur ce groupe-là. Moi, j'y vais. C'est pas simple, c'est pas facile, parce que vous avez tous des parents avec des enfants qui ont des difficultés. Mais en même temps, c'est les mêmes que celles qu'on traverse. Donc, quelque part, ça a un effet un petit peu curieux de rendre les choses très normales. Quand on est tout seul chez soi à la maison, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, comment faire, machin. Et puis là, on se retrouve sur ce groupe sur Facebook, c'est quelque chose qu'on a toujours avec soi. Et là, on dit, tiens, lui aussi, aujourd'hui, il a ce problème-là, lui aussi, ceci, lui aussi, cela. Et donc, ça aide à relativiser un petit peu. Alors, ce n'est pas facile, mais dans certains moments, ça aide. Et il y a toute une série de questions, des choses très pratico-pratiques auxquelles on peut retrouver des réponses là. Donc, si vous avez un enfant atteint de cette forme spontanée du syndrome de Marfan, je vous invite à rejoindre ce groupe parce que voilà, il y a toute une série de choses qui sont très bien faites et qui peuvent vous aider. Ce que j'ai compris, je peux me tromper, mais ce que j'ai compris, c'est que ce groupe a été créé en soutien à une recherche qui a été présentée encore il y a quelques jours par Shane Morris, qui est une recherche spécifique dédiée aux enfants atteints du syndrome de Marfan néonatal, qui est une recherche qui découle de quelque chose qui a été fait en ce qui concerne l'asprosine, qui est, je n'ai pas compris, une protoprotéine qui est impliquée dans la stimulation de l'appétit et de la prise de poids. Donc ici, c'est une protéine qui est très intéressante à étudier parce que peut-être qu'on pourrait mieux comprendre les mécanismes de l'appétit. Ça pourrait aider dans toute une série de maladies, pas forcément Marfan, mais aussi pour les autres. Et quelque part, c'est très touchant de penser qu'on a un enfant qui a quelque chose qui pourrait aider à expliquer et mieux comprendre d'autres maladies. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui, comme s'il y avait un retour. Donc cette étude-là aussi, si vous avez un enfant atteint du syndrome de Marfan néonatal, je vous invite à la rejoindre parce qu'ils ne sont pas nombreux et les chercheurs sont toujours en manque de sujets, de données, de rencontres, de personnes sur lesquelles ils puissent étudier pour mieux comprendre la maladie. Ça vaut vraiment la peine d'y participer.
Alors, pour l'accompagnement médical d'Aurélien, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on passe un temps fou dans les hôpitaux, mais je vais focaliser sur 3 points. Bon, le premier, c'est évidemment le cœur. Alors, Aurélien est soumis à des contrôles réguliers. Tous les 3 mois, on repart sur les mesures. Et là je dois dire, c'est quelque chose qui m'a un peu troublé. Et après, on m'a expliqué que c'est la même chose dans plein de maladies, machin, un truc. Mais il y a une vraie problématique quant à la qualité des mesures. C'est-à-dire qu'Aurélien est suivi par plusieurs cardiologues dans plusieurs centres. Et parfois, même le jour même, on a des mesures qui sont prises sur l'aorte d'Aurélien et qui donnent des résultats tout à fait différents. Je vous ai mis un tableau, c'est la progression des mesures de l'aorte d'Aurélien depuis juin 2016 au mois d'août 2020. En fait, non, c'est au 10 septembre, c'était hier. C'est complètement erratique. Je trouve que ces données il y a un problème, quoi. On peut pas. Alors oui, on les lisse, on évacue les données, les pires données, mais on doit pouvoir faire mieux. À l'heure actuelle, avec les outils, la technologie qui existent, on doit pouvoir faire mieux. C'est quelque chose dont on parle beaucoup avec le professeur Jondeau de Paris et le professeur Gilles de Baquer de Gand. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je suis convaincu que tant pour le suivi au quotidien des personnes atteintes du syndrome de Marfan que pour faire avancer la connaissance et l'objectivation des mesures, on doit faire mieux que ça. Ça, c'est pas normal. Alors ensuite, on a le second point. Bon, le troisième point, on sait que à terme, Aurélien n'échappera pas à une intervention chirurgicale sur sa valve mitrale et sur son aorte. Alors, depuis les premiers jours, on a découvert Tal Golforfi, qui est pour nous une source d'inspiration, qui est quelqu'un d'extraordinaire, pour lequel on a beaucoup d'admiration. J'en ai écrit une espèce d'article, on va dire à sa gloire, mais qui raconte son histoire dans la revue belge du syndrome de Marfan. C'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai encore suivi sa présentation lors de l'E3 Summit, et vraiment une fois de plus brillante. Donc Aurélien, il a été suivi par le médecin qui en Belgique place les Pierce. On a évoqué avec lui la possibilité de le faire. Voilà, vu les particularités d'Aurélien, c'est vraiment pas une opération simple et ça serait très complexe parce qu'il faudrait intervenir en même temps, de façon concomitante, sur la valve mitrale et sur l'aorte, donc ce qui est quand même un véritable challenge. Ensuite, le deuxième gros problème d'Aurélien, c'est le point de vue orthopédique et particulièrement sa scoliose, donc une scoliose terrible. On a tout essayé au niveau des contrôles réguliers chez les orthopédistes, la kiné, la natation, les corsets en plâtre, les attelles, enfin, il est suréquipé, on a tout essayé, mais voilà, malgré tout, la scoliose progresse. Et elle va devenir inévitable pour toute une série de raisons, pour le développement des poumons, enfin, voilà, pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Ce qui nous a intéressé ici, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est un dispositif qui a été mis au point par quelqu'un qui s'appelle Lotfi Miladi, qui est actif à Necker, à Paris, l'hôpital des enfants malades, et qui a mis en place un système qui nous semble très très intéressant. Et j'ai mis des références là d'une publication où il le décrit. Et voilà, c'est le système qu'on envisage de placer chez Aurélien une fois qu'il aura atteint un poids suffisant pour que ce dispositif puisse être installé. Voilà, on ne dirait pas beaucoup plus, mais il présente une série d'avantages par rapport aux autres techniques proposées. Voilà. Alors, un troisième point, et c'est quelque chose qui pour nous a tout changé et dont on n'a jamais ou très peu parlé, nous on l'a découvert un peu par hasard, c'est la question de l'hernie inguinale, inguinal hernia. Alors, depuis tout petit, Aurélien se déplace avec de grandes difficultés, il marche très peu, il y a toute une série il a les pieds rentrés, il s'arrête très vite, et un jour, lors d'un examen de routine, une pédiatre dit « Mais attendez, mais cet enfant, il a une hernie inguinale à droite. » Et puis on regarde, et puis quelques minutes après, elle regarde, mais il n'y en a plus. Et en fait, Aurélien avait développé un système où il arrivait à lui-même remettre ses intestins qui perçaient au niveau de l'hernie, et donc ça n'avait pas été détecté. Et donc on fait toute une série d'examens, on va voir un spécialiste de l'intervention au niveau de l'hernie inguinale, il nous explique, mais voilà, ça serait intéressant effectivement, il y a, bien sûr, comme il y a une laxité extra au niveau des tissus, eh bien l'hernie inguinale est favorisée chez les enfants atteints du syndrome de Marfan. Et donc, il était assez favorable à l'idée d'intervenir de façon symétrique à droite et à gauche pour l'hernie inguinale.
Avant de le faire, il contacte le centre de référence belge pour le syndrome de Marfan, qui dit oui, non, attendez, c'est trop sensible, c'est trop délicat, n'intervenez que d'un seul côté. Alors il intervient sur le côté le plus, je veux dire, le plus laxe, le plus ouvert, et tout de suite il y a une différence. Tout de suite Aurélien se déplace beaucoup mieux, les choses changent, il commence à marcher de plus en plus, et à tel point qu'il se met à jouer au jardin, on n'avait jamais vu ça. Et en jouant, tout d'un coup, paf, l'hernie lâche du côté gauche. Et là, par contre, il n'avait pas à la remettre, souffrance terrible, il crie. Et on fonce à l'hôpital. Mais là, bien sûr, c'était le Covid. On était en période assez complexe. Heureusement, le docteur Stéphane Leux, qui était intervenu, remet en place toute son équipe en quelques heures. Aurélien, il fait cette intervention. Et Aurélien, ça se passe très bien. Aurélien se réveille, il se met tout de suite debout et il se met à marcher de façon tout à fait différente. Depuis lors, Aurélien, j'ai mis une photo, il court, il joue au basket, il joue au football. Donc voilà, je suis de nouveau pas scientifique, mais je vois cette observation. J'ai un enfant qui ne marchait très peu ou pas. On procède à cette opération de l'hernie inguinale et c'est un tout autre enfant. Et donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose. On m'explique que c'est très commun, on retrouve ça chez plein de petits garçons. Oui, mais quand on a un petit garçon qui a des problèmes orthopédiques, si en plus on a mal quand on se déplace, ben, ça n'aide pas. Donc je me demande si, quand on est face à un enfant atteint du syndrome de Marfan, peut-être plus un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas, c'est quelque chose auquel il faudrait être un peu plus attentif qu'on l'est aujourd'hui. Alors, je vous parlais maintenant de la résilience. Et la résilience, elle passe par une explication de ce qu'est la génomique. Donc, vous l'avez compris dès le début, on a été suivi par ce généticien qui suivait Aurélien, qui était en fait un précurseur, un génomicien. Et il s'est vraiment mis à notre service pour nous expliquer énormément de choses. Je vais essayer de vous expliquer ici en quelques minutes. Alors bon, nous on partait de loin, on est des juristes, donc il vient expliquer à ma femme, à moi, que nos cellules conservent 23 paires de nos chromosomes, qu'elles contiennent la grande partie de notre ADN, les 20 000 gènes, et que c'est ces ADN qui permettent de conditionner la production des protéines, qui conditionnent notre phénotype, qui est l'ensemble de nos traits observables. Il nous explique qu'on retrouve sur le chromosome 15 le gène FBN1, qui est celui qui code pour la fibrilline, dont on a déjà parlé. Et il nous explique la différence entre l'exome et le génome qui est l'ensemble de l'information génomique, et l'exome codant, qui est simplement ce qu'on appelle l'ARN, qui est donc la partie codante, qui est celle qui, au sortir du noyau de la cellule, permet la production effective de la protéine. Et on dit généralement que l'exome codant ne correspond qu'à 3% du génome. Alors, vu le contexte du diagnostic d'Aurélien dont je viens de vous parler, il nous explique bien la différence entre le séquençage traditionnel, où on travaille sur un gène individuel ou sur un panel de gènes, ce qui était le cas d'Aurélien. Il nous parle de nouvelles technologies qui permettent de procéder à un whole exome sequencing, donc il y a un séquençage qui fait un séquençage des 3% du génome codant, et il nous dit oui, mais en même temps, aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de faire du whole genome sequencing, c'est-à-dire un séquençage de l'ensemble du génome. Avec ces nouveaux séquenceurs capables de faire ce séquençage de l'ensemble du génome, les scientifiques sont progressivement entrés dans l'ère de la génomique. Alors, comment ils y arrivent? Ils y arrivent de plus en plus, car à l'origine, le séquençage génomique coûtait une fortune, et petit à petit, le prix s'est effondré pour atteindre les $1000. Alors aujourd'hui, il y a toute une série d'acteurs, mais il y a un acteur qui est, pour reprendre mon jargon, l'avocat dans la concurrence, on a un acteur qui est spécifiquement en position de puissance sur le marché, qui s'appelle Illumina, qui a mis au point ces séquenceurs, et ils expliquent qu'ils tendent vers un génome à 100 €, et le jour où on aura, donc on pourra utiliser encore plus d'informations génomiques. Le vrai problème, ça va être pas simplement d'avoir l'information génomique, mais d'être capable de l'interpréter, de la stocker, et ça va être un véritable challenge. Cela étant, l'addition de chaque nouveau génome séquencé permet d'affiner progressivement la compréhension du génome humain. Chaque nouveau génome séquencé
partagées et couplées à des données phénotypiques contribuent à cartographier le génome et à mieux comprendre l'ensemble des interactions entre nos gènes. Et c'est vraiment cette technologie qui participe à l'ouverture de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les interactions au sein du génome? Eh bien, c'est parce que parfois, au sein du génome, on retrouve des effets de certains gènes qui contrecarrent l'action d'autres. Alors, parfois, ça peut avoir un effet bénéfique, parfois, ça peut avoir un effet négatif. Alors, on parle de gènes modificateurs, épistatiques quand c'est un effet bénéfique, et hypostatiques quand c'est un effet négatif. Alors maintenant, on va parler de ces fameux gènes épistatiques. Comment est-ce qu'on en est venu à découvrir l'existence des gènes épistatiques, en tout cas, nous, dans notre histoire? Eh bien, au fil de notre lecture, on est tombé sur un projet qui s'appelait The Resilience Project. Qu'est-ce que c'est le Resilience Project? C'est une équipe qui s'est dit, bon, mais voilà, il y a toute une série d'informations génomiques qui sont de plus en plus disponibles grâce au WES et au GS dont on vient de parler. Elles ont été récoltées dans toute une série de contextes. Et une équipe dit, ben voilà, j'ai accès à presque 600 000 génomes, je vais procéder à des recherches à l'intérieur de ces génomes pour essayer de voir si on peut découvrir des personnes qui seraient porteurs de mutations génétiques associées à des maladies rares. Et en faisant cet exercice sur ces 600 000 génomes, ils vont découvrir 13 individus adultes apparemment sains qui sont porteurs de mutations pathogènes qui auraient dû provoquer chez eux de sévères maladies rares qui auraient dû se développer durant l'enfance. Ça veut dire que sur ces 13 personnes, il y a potentiellement quelque chose d'autre qui pourrait les protéger. Ils seraient protégés par l'action de gènes modificateurs protecteurs. Alors ici, on a ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec un graphique que je trouve pas mal. On a l'explication du gène protecteur, le modificateur qui vient intervenir sur l'action d'un autre gène, avec cet effet soit protecteur pour l'organisme, épistatique, soit encore plus délétère, qui amplifie l'effet pathogénique, et donc on est face à un gène hypostatique. Là, c'est un slide en anglais, mais je vais vite le traduire. Donc ici, au terme des 13 candidats identifiés dans le cadre du Resilience Project, on a 3 hypothèses. Soit ces gens ne sont pas malades, soit ces gens sont malades, soit ces gens devraient être malades. Alors dans tous les cas, il faudrait les recontacter. Premièrement parce que s'ils ne sont pas malades, il faudrait mener des examens complémentaires, et des examens complémentaires chez les gens chez qui on a caractérisé la maladie par rapport à cette mutation pathogénique identifiée chez ces porteurs sains, ce qui pourrait signifier qu'on s'est trompé au moment du diagnostic chez la personne qui est malade. Il faudra poser un bon diagnostic. Soit ces personnes sont malades, et auquel cas il faut les prévenir pour qu'elles fassent attention à leur santé ou à leur désir d'enfant, ou toute une série de choses. Dans ce contexte-là, il faudrait leur donner cette information qui est pertinente et importante pour leur santé. Et ensuite, les cas où les personnes devraient être malades. Donc, ils ne sont pas malades, malgré le fait qu'ils portent la mutation pathogénique. Et dans ce cas-là, ça serait encore plus intéressant de les recontacter pour pouvoir procéder à une analyse du génome complet et essayer d'identifier un éventuel gène modificateur qui pourrait avoir un effet protecteur. Alors, tout ça c'est bien beau, on parle en général, mais quid pour le gène FBN1 dans le contexte de Marfan? Eh bien, cette approche des modificateurs, elle est partagée par toute une série de chercheurs illustres, dont le professeur Holgitz, qui explique dans une interview qui a justement été publiée par la Marfan Foundation, qui explique que le croisement des données génomiques et phénotypiques pourrait permettre de comprendre comment les variants génétiques naturels peuvent protéger certaines personnes des conséquences délétères d'une mutation de fibrilline 1, et sur cette base, éventuellement, être en mesure d'identifier des médicaments capables d'imiter la stratégie couronnée de succès de la nature. Je ne l'ai pas mis ici, mais je l'ai un slide avec toute une série qui est très bien fait. Et donc, si vous m'écoutez en français, vous n'aurez pas trop de mal à le voir. Vous allez sur les sites de l'Institut Imagine à Paris et vous allez suivre ce que le docteur Casanova fait dans le cadre du coronavirus.
Et là, il a fait un très beau tableau sur l'ensemble des, à ce jour, des maladies connues sur lesquelles on a pu identifier un gène modificateur qui peut avoir une action, qui peut contrecarrer l'action de la maladie. Je prends l'exemple le plus connu, c'est celui du sida, où on a compris qu'une action sur le gène CRCSA, delta 32, pouvait, dans certains cas même, empêcher la survenance de la maladie. Alors, une fois qu'on a, vous vous souvenez, on vient de parler du Resilience Project, on a Audit qui nous dit, tiens, on pourrait le faire aussi dans le cas du syndrome de Marfan. Eh bien, là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc, j'ai consulté une base de données qui est extraordinaire, qui s'appelle UMD-FBN1, qui est une base de données qui a été financée par l'Association française du syndrome de Marfan, qui a fait un coup de génie, un travail extraordinaire, parce que c'est une base de données qui regroupe toutes les mutations pathogéniques connues, donc qui sont considérées comme étant causales à la source du syndrome de Marfan. Et ces bases de données alimentent des centaines de recherches. Quand on regarde un petit peu la recherche sur le syndrome de Marfan, on retombe très régulièrement sur ces bases de données. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle a le bénéfice d'avoir été financée par une association de parents, de médecins, de patients, et d'être une des premières et d'une des plus vastes. Il y en a d'autres, il y a HGMD, et le professeur Franken aussi en a fait du moindre ampleur, mais qui est aussi très intéressante. Ça, c'est toutes des bases de données, UMD-FBN1, HGMD, Franken, des bases de données que je vais appeler des bases de données qui contiennent des variants pathogéniques, qui sont considérés comme étant à la base du syndrome de Marfan. De l'autre côté, il y a une initiative absolument extraordinaire, quelqu'un qui s'appelle Daniel MacArthur au Broad Institute, qui a créé quelque chose qui s'appelle GnomadD. Et c'est une base de données accessible en ligne. Je vous ai mis le lien là, vous pouvez y aller, vous tapez et vous pouvez explorer le génome de centaines de milliers d'individus. C'est extraordinaire. Et donc un jour, un dimanche un petit peu gris de désespoir face à mon ordinateur, je vais sur Gnomad, je mets mon deuxième écran, je mets un écran Gnomad, un écran UMD, et je me mets à taper les mutations FBN1 dans Gnomad. Ça pas, c'est assez un exercice un petit peu particulier. On sait que sur UMD, il y a 3000 mutations. De l'autre côté, il y en a centaines de milliers, mais je commence sur mes 3000 mutations, l'une après l'autre. Et après quelques occurrences, eh bien, surprise, je retrouve un point d'intersection. C'est-à-dire que je retrouve une mutation qui se trouve à la fois dans UMD et dans Gnomad. Et là, je me dis, oula, ça c'est vraiment particulier. Et au terme, je vais conduire l'exercice jusqu'à son terme, donc je passe plusieurs journées, nuits à comparer les deux, et je vais identifier bien, au moins 75 mutations qui se retrouvent à l'intersection entre les deux bases de données. J'en parle à Guillaume Smith, dont on a parlé, et là, Guillaume Smith se dit, oui, mais non, c'est sûrement des problèmes de classification des mutations dans UMD, fais une vérification sur la zone des exons 24-32. Je dis, ben oui, mais ça, il y en a. Il y a 24 personnes qui se retrouvent avec une mutation dans la zone des exons 24-32. Là, vous l'avez compris, c'est les exons des néonataux, donc c'est difficilement ratable. Et on a donc des personnes qui ont des mutations délétères en zone 24-32, 24 personnes en l'occurrence, qu'on retrouve dans Gnomad. Ça veut dire que c'est des gens qui sont censés être en bonne santé et qui sont porteurs de ces exemples. Après, ce n'est pas sûr, il faut forcer une vérification qu'on ne peut pas faire, mais voilà, cette observation par la suite, des années plus tard, était confirmée dans la doctrine scientifique. Je vous donne les références d'un article scientifique dans lequel les chercheurs ont également fait cette observation. Alors, cet élément-là était combiné à un autre élément. C'est la découverte d'un article qui nous a passionnés, un article qui est signé Redondo Camparano, auquel Jules Debacker a participé aussi, Yann Amidevich aussi, et c'est un article qui met en avant le rôle potentiel de quelque chose qui s'appelle NOS2, qui est quelque chose qui s'infiltre dans le tissu de l'aorte et qui pourrait avoir comme effet, enfin qui s'infiltre, qui serait présent dans le tissu de l'aorte chez les patients atteints de dilatation aortique et qui ne serait pas correctement évacué. Et ici, il y a ce graphique qui est extraordinaire, donc qui montre une aorte saine et puis une aorte Marfan, dans laquelle on voit le NOS2 qui est infiltré et qui ne s'exfiltre pas. Et l'article teste, c'est écrit dans l'article, l'utilisation d'un ce qu'ils appellent un inhibiteur de NOS2 qui permettrait de supprimer NOS2, qui permettrait un retour à une aorte saine. Alors bon, c'est
juste une publication scientifique. Je crois que ce qu'on a appris avec le Covid ces dernières années, ces derniers mois, c'est qu'il faut être très prudent avec ces publications. Mais c'est une piste de plus, NOS2, et il y a P38, il y a le resveratrol, il y a plein de choses, mais il y a cette piste-là. Et pourquoi pas? Peut-être que chez certaines personnes atteintes du syndrome Marfan, chez qui la maladie ne se développe pas, peut-être qu'ils ont un inhibiteur naturel de NOS2 chez eux, peut-être il y a quelque chose, peut-être pas. Mais c'est des pistes à envisager, des pistes, des portes à fermer et à ouvrir. Et pour le faire, eh bien, on se rend compte que les chercheurs n'ont pas forcément accès aux ressources dont ils ont besoin pour mener ces recherches. Et donc face à ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de mettre à leur disposition des ressources et on a créé la Fondation Sang un génome. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, je vais parler maintenant rapidement de la Fondation Sang un génome et du projet Sang un génome Marfan. Cette fondation, eh bien, elle a pour objectif de faire progresser la recherche, comme vous l'avez compris, en créant un lac de données génomiques qui permettra aux chercheurs d'essayer d'apprivoiser le génome pour mieux comprendre les maladies rares en général et mieux les soigner. Alors ici, vous avez professeur Anne de Pape, donc, qui est présidente du Fonds Sang Génome à la Fondation Rambaudouin, qui nous dit que c'est un exemple unique et sans précédent, la participation de patients à la recherche scientifique. Eh bien, c'est vraiment un très beau compliment qu'on accepte de bon cœur. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, la Fondation Sang Génome a créé ici, le 1er juin 2020, un lac de données, ce qu'on appelle un data lake, qui est capable d'accueillir les données génomiques complètes, donc le Whole Genome Sequencing, et le phénotype, c'est-à-dire le dossier médical et des images, de patients atteints de maladies rares. La Fondation Sang un génome prend en charge les coûts de séquençage génomique, les coûts opérationnels et les coûts de stockage pour que ces données soient accessibles à la communauté scientifique via une interface sécurisée pour l'aider à mieux comprendre les causes des maladies rares, la variabilité des atteintes. Aujourd'hui, on a récolté plus de 580 000 euros. On a lancé notre action en 2017. Donc en moins de 3 ans, on est à 580 000 euros. On est très fiers de ce résultat et on remercie tous les gens qui nous ont aidés à le faire. Avec ça, eh bien, on peut commencer à accueillir des génomes. Et ces génomes pourront être utilisés dans toute une série d'études scientifiques. Par exemple, celle du professeur Shane Morris, dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres dont je vous parle dans quelques instants. L'outil vise prioritairement à identifier d'éventuels gènes modificateurs, vous l'avez compris, qui protégeraient contre les atteintes principales des maladies rares. Et une telle découverte permettrait d'envisager la mise au point de nouveaux traitements qui reproduiraient les effets protecteurs. Alors, évidemment, le premier projet lié à l'action de la Fondation Sang un génome est le projet Sang un génome Marfan. Ce projet est donc dédié au syndrome de Marfan. Il est basé sur une cohorte de départ de 101 patients. Pourquoi 101? Ma femme, c'est comme 101 dalmatiens. On peut toujours en rajouter un. On peut élargir la cohorte et c'est pratiquement, on pourrait grandir à l'infini en fonction de le moyen. Alors la solution bioinformatique mise en place est pensée de manière à pouvoir être répliquée pour d'autres projets dans d'autres maladies et le principe serait que les génomes Marfan pourraient servir de contrôle pour les génomes étudiés dans le cadre de notre maladie et vice-versa. Donc ça, on créerait un cercle vertueux pour avancer dans l'étude génomique. Alors, on s'est entouré d'un comité scientifique absolument prestigieux. C'est des gens, mais juste merveilleux. Les réunions du comité scientifique de la Fondation Sang un génome Marfan, du projet Sang un génome Marfan, c'est des moments riches. C'est extraordinaire. Donc, le comité scientifique est coprésidé par le professeur Julie Debacker et par le professeur Bart Loïs. Mais on a vraiment toujours des actions, des interventions toujours très pertinente et riche du professeur Guillaume Jondeau et Catherine Boileau, qui est fantastique, et bien sûr du professeur Anne de Pape. Donc voilà, ça c'est l'équipe, le cœur de l'équipe scientifique du projet, et on est vraiment impatients d'aller le plus vite possible dans cette direction-là. Alors, le projet est aussi soutenu par toute une série d'associations européennes et on a d'ailleurs signé une grande déclaration de coopération pour le faire avancer. Les signataires principaux, eh bien, c'est la fondation, l'association belge du syndrome de Marfan, l'association française DENI au Luxembourg, le Marfan Europe Group, tout le monde a signé. Et on a aussi, c'est quelque chose qui nous a fort touché en Belgique, on a le représentant local de Rordis qui s'appelle Radior, qui nous a remis son prix annuel Edelweiss en 2018
encourager à avancer dans cette très belle initiative, selon eux. Alors, je termine là-dessus, mais il y a quelques dimensions dans ce projet, je trouve passionnantes. Là, je vous ai fait un petit organigramme. Vous voyez, dans les 4 angles, on a 4 dynamiques tout à fait complémentaires. On a vraiment le versant, sur la gauche, on a le versant phénotypique, dont la collecte des données, je veux dire, classique du dossier médical. Là, on a fait un travail assez passionnant avec le professeur Jondot et de Bakker pour mettre en place un template des données à utiliser. Et en plus, ce template, on a pris le temps de le faire et il s'avère que ce template peut être réutilisé ou utilisé conjointement dans le cadre d'autres études et notamment on peut servir de support aux données collectées par le VASERN, ce qui est vraiment une très très belle chose. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez le professeur Lambin qui aide à nous mettre en place et Grégoire qui aide à nous mettre en place un projet auquel on tient très fort qui s'appelle AORAM, qui sera un projet qui permettrait d'utiliser l'algorithmique pour mieux mesurer les aortes et avoir des données qui soient plus objectivables et plus cohérentes entre elles. C'est un projet sur lequel on travaille beaucoup justement avec le professeur Gilles de Bakker et le professeur Jondot, qu'on a vraiment envie de voir avancer. Bon, c'est des sommes spécifiques, c'est un projet annexe à notre projet principal, mais c'est un projet auquel on tient beaucoup. De l'autre côté du spectre, donc du côté droit, on a plutôt les données génomiques. Et là, on a une étude GEMS, donc, qui s'appelle Genome-Wide Epistasis for Cardiovascular Severity Marfan Study. Et donc, cette étude-là, elle est emmenée par le professeur Bart Lewis, mais tout le comité scientifique y participe. Et cette étude, c'est la quête des modificateurs. C'est notre recherche principale. Ensuite, on a quelque chose d'autre. On a le professeur Tom Maynard et Guillaume Smith qui se sont attelés à la mise en place d'un outil algorithmique qui aiderait à la classification des mutations pathogéniques du syndrome Marfan pour éviter un petit peu l'errance qu'on peut avoir avec des mutations. On dit, tiens, est-ce qu'elles sont pathogéniques, pas pathogéniques, et développer un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui s'appelle GEMVAP, qu'on trouve absolument fantastique. Donc ici, bon voilà, ça c'est un point qui est aussi très très important, c'est que le VASERN a vraiment servi quelque part d'incubateur au projet, à la recherche, à l'étude Genome-Wide Epistasis. Et donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette ressource-là du VASERN. C'est un très très belle initiative menée par l'Europe et les différents États membres. Bon, c'est pas toujours simple, il y a quelques obstacles à lever, mais quand on voit l'énergie portée notamment par le professeur Guillaume Jondot pour faire avancer cette machine, c'est vraiment enthousiasmant. Donc voilà. Alors le projet James, donc on a le projet de l'étude James en elle-même, elle est carrément soutenue par toute une série d'associations européennes, et en plus des associations signataires pour le projet, on a le Marfan Group Netherlands, on a Marfan Initiative Autriche en Autriche, on a Binswefel qui est un peu plus du côté des LR dans l'os, mais qui est là aussi en Belgique. Donc on a vraiment tous ces groupes qui sont signataires et qui soutiennent l'avancée de ce projet qu'on aimerait rapidement voir aboutir. Et là, ça, c'est ce fameux outil de bioinformatique dont je vous ai parlé, qui est construit au sein de l'Institut de bioinformatique de Bruxelles et du Centre de génétique humaine de l'ULB, et en fait aussi du groupe, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais du groupe de machine learning de l'ULB. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à avoir un outil qui pourrait aider le travail des généticiens quand il est face à une mutation problématique dans le cas du syndrome de Marfan, avoir quelque chose qui soit... Attention, ça remplace de nouveau, c'est toujours la grande discussion, l'homme, la machine. L'algorithme ne remplace pas le travail de l'humain, mais c'est quelque chose qui pourrait l'aider à évacuer du bruit et aller un peu plus vite dans le rendu d'un diagnostic, si vous l'avez compris, c'est un de chevaux de bataille, ça, et qui permettrait aussi de faire avancer la science et la compréhension. Ici, on a de nouveau AORAM, mais l'idée d'AORAM, c'est vraiment de faire une coupe transversale au niveau de la valve aortique et pouvoir prendre une mesure jusqu'au début de la crosse qui soit faite de façon la plus homogène possible et la plus objective possible. Au début, l'outil serait nourri par l'expertise des cardiologues, et principalement ceux investis dans l'aventure, qui sont le professeur Jondot et de Bakker. Et ensuite, petit à petit, par un processus d'apprentissage, l'algorithme apprendrait à prendre la mesure de lui-même. Donc ça, c'est un projet assez passionnant, c'est un projet en annexe. Ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler. Alors, ensuite, en conclusion, et ben voilà, moi j'aime beaucoup cette formule du professeur Bart Lewis qui dit
La génétique a connu une véritable révolution technologique ces dernières années et le moment est venu d'utiliser cette technologie pour découvrir les explications génétiques des disparités observées entre les patients Marfan. Ça, je pense que ça résume extrêmement bien ce qu'on veut faire. Alors oui, notre projet, c'est une étincelle, hein, on peut dire ça comme ça, c'est tout petit. C'est en comparaison, par exemple, au projet anglais du 100 000 génomes qui est passé au million de génomes, dont on s'est inspiré, mais c'est une étincelle qui ne demande qu'à s'embraser. C'est une étincelle qui peut ensuite, elle est focalisée sur le syndrome de Marfan, mais elle peut se propager à d'autres maladies rares. Une fois que l'exercice est fait, on peut le partager avec les autres. C'est une étincelle qui est portée et amorcée par des patients. Ça ne vient pas d'un groupe pharmaceutique, ça ne vient pas d'un centre universitaire en concurrence avec un autre. C'est des gens qui ont simplement envie que la chose avance, que après, de nouveau, que la concurrence joue à plein, que le meilleur gagne, que celui qui travaillera fasse le mieux, mais que les outils qui manquent soient là, qu'on mette en place l'espace pour lequel commun sur lequel les chercheurs pourront mener leurs recherches. Alors, notre seule ambition est de mettre à disposition des scientifiques des données dont elles ont besoin pour mieux comprendre les maladies rares. Et alors, oui, évidemment, le Graal, le but ultime, eh bien, on peut rêver que cette étincelle un jour contribue d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de nouveaux médicaments qui pourraient améliorer la vie de nos enfants. C'est bien sûr un rêve. Après, on emprunte ce chemin, on verra bien une humaine. Voilà. Et alors, vraiment, le dernier slide, ben voilà, c'est Aurélien. Aujourd'hui, il a 5 ans, il a eu 5 ans il y a quelques jours. Bah, vous imaginez qu'on est super heureux. C'est un petit garçon. Je ne suis pas objectif, c'est mon gamin, mais il est magique. C'est un petit enfant extraordinaire. Il a vraiment énormément de qualité et on profite de chaque moment qu'on vit avec lui. Et voilà, donc c'est beaucoup de joie. Donc voilà, j'en termine là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute si vous étiez là. Et en tout cas, ceux qui étaient là et ceux qui nous regarderont éventuellement en différé. Je vais arrêter de partager les slides éventuellement. Et Bruno, let me know, what can I do now? Thank you so much, Romain. Susan, do we have any questions? And you're muted, by the way, Susan. Okay. Hi, yes. We do have one question, kind of personal, but maybe it'll help some other people. My son is 13 years old and measures 1 meter. I'm not actually sure if it's 1 millimeter or meter. I think it's a meter, and 86 centimeters. Every 6 months he gets more. He grows 4 centimeters. If he continues to grow this way at 18, he will be 2 meters and 20 centimeters. Is there a process that can slow growth? I'm not a doctor. I know that they told me about that. Some told me about that if one day this happens to Aurélien, they will have to use some hormones and things. I don't know. The best thing to do is to ask to the team that is following the child of this person, and it will be a better place to answer this question. Okay, thank you. I think that's all the questions. So I just wanted to finish up our slides. If your question wasn't answered, well, we only had one question, but if you have other questions, please submit them to the marfan.org E3/ask. Please complete the session survey, as I said. Please visit our exhibitors in the virtual exhibit hall. Continue to connect with the community through the Hoover app. If you'd like to post anything, use the hashtag E3Summit20. If you would like to make any more programming possible, we welcome all donations to marfan.org/donate. Our next program that is coming up that we're very excited about is the Aortic Disease Awareness Week, which is September 19th to the 26th. This worldwide event is powered by the Marfan Foundation, and we hope you will all participate in our awareness project, raising your hands to raise awareness of the risk factors for aortic disease. Information is available in the Summit app, on our website, and in our social media. I'd like to thank Dr. Alderwalt for tonight's presentation, and I hope that
and this afternoon's presentation. I hope that everyone got all the information they needed, and see everybody again. Take care. Bye.